Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Finance comportementale et gamification, les nouveaux outils des banquiers pour évaluer leurs clients. Tiffaine Saltini, CEO et cofondatrice de Neuroprofiler à Paris. Le concept, c'est un jeu de finance comportementale qui va permettre d'évaluer les profils d'investisseurs en lien avec la fameuse réglementation MiFID II dont on vient de parler. Titulaire d'un PhD en économie comportementale, cette passionnée de sciences cognitives a créé sa start-up après avoir travaillé en banque privée en Asie. Son approche de l'évaluation des clients est super innovante. Durant cet épisode, Tiffaine nous donne un cours magistral sur les biais cognitifs et la finance comportementale. Rentrée d'Asie sans avoir trouvé de cofondateur, c'est en faisant un marathon en Alsace qu'elle croise la route de son CTO. Tiffaine nous décrit Neuroprofiler et sa proposition de valeur. À la fin de cet épisode, vous aurez presque envie d'aller chez un de ses clients pour faire ces tests. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Tiffaine. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va pas mal parler de biais cognitifs. Avant tout, j'aimerais te remercier pour ta disponibilité. Alors, comme je te l'expliquais en préparation de cet épisode, moi, je suis fascinée par la finance comportementale depuis que j'ai lu le livre de Daniel Kahneman sur les systèmes de pensée. Alors, je pense que je vais me délecter de tout ce que tu vas nous raconter. Je te laisse t'introduire auprès de nos auditeurs pour nous expliquer ton parcours. Parfait. Donc, Tiffaine Saltini, je suis, comme tu l'as très bien introduit, passionnée de finance comportementale depuis le lycée. Donc ça m'a amené à étudier à la fois les sciences cognitives et faire une école de commerce et de manière assez naturelle ensuite à faire un doctorat en finance comportementale. Et comme mon souhait était aussi de pouvoir appliquer cette science passionnante au domaine du business, j'ai également créé ma start-up à l'issue de mon doctorat basée sur la finance comportementale, qui permet d'évaluer les profils d'investisseurs. Donc aujourd'hui, c'est une aventure passionnante que je vis parce que j'arrive à faire le pont au quotidien entre cette science qui reste théorique et passionnante, mais également à pouvoir l'appliquer et aider au quotidien des conseillers à mieux comprendre les besoins de leurs clients. Ok, mais alors quand tu parles de sciences cognitives, donc c'est la première partie de tes études, ça consiste en quoi, apprendre les sciences cognitives? C'est quoi comme matière qu'on apprend quand on fait des sciences cognitives? Alors c'est très large, c'est-à-dire l'objectif des sciences cognitives, c'est de pouvoir comprendre l'homme. Donc une fois qu'on a posé ça, énormément de sciences finalement vont pouvoir nous aider à comprendre l'homme. Ça va être par exemple les neurosciences pour le cerveau, ça va être la sociologie, ça va être la philosophie, l'intelligence artificielle, l'économie également, l'anthropologie. Donc en fait, c'est extrêmement large, c'est pour ça que c'est passionnant. L'idée, c'est de pouvoir regarder dans toutes les sciences qu'on a à disposition, ce qui peut nous aider, les outils qui peuvent nous aider à mieux comprendre l'homme et à en modéliser le comportement. Et là, tu étais en France quand tu as fait ces études? C'est à la fois aux États-Unis et en France. D'accord, ok. Écoute, c'est très clair, merci beaucoup. Alors, moi, je dois te faire une confidence que j'ai été étudiante à Paris il y a un peu plus longtemps que toi. J'étais à la Sorbonne à Dauphine et c'est vrai que je repensais aux différentes matières que j'avais apprises. Donc, on a fait de la microéconomie, de la macro, de l'actuariat, des stats, de la compta, même de l'histoire de l'économie. Et j'ai demandé à des copains qui étaient en même temps que moi à la fac et c'est vrai qu'ils m'ont tous confirmé qu'on n'avait jamais eu de cours, ni même d'initiation à la finance comportementale. C'était normal que je n'en ai jamais entendu parler pendant mes études. Et c'est vrai que quand j'ai lu le livre de Kahneman, dont je parlais tout à l'heure, j'ai réalisé à quel point toutes mes certitudes sur l'efficience des marchés étaient remises en question. Donc c'est vraiment très intéressant pour moi que tu viennes nous parler de Neuroprofiler et que tu nous expliques tout ça sur FinScale aujourd'hui, au travers de ton expérience incroyable d'entrepreneur. Donc, est-ce qu'on peut commencer par la base pour que tu reviennes peut-être sur les basics de la finance comportementale quels sont les maîtres à penser? Quels sont les concepts qu'il faut qu'on connaisse avant de peut-être rentrer plus en détail sur Neuroprofiler?
Alors, tout d'abord, c'est important, comme tu viens de le souligner, de mettre en avant le fait que c'est une science nouvelle. C'est pour ça qu'elle est encore peu enseignée. C'est quelque chose qui est émergent. En fait, la première intuition de la finance comportementale vient d'un Français, Allais, qui a eu en fait cette intuition que l'agent économique n'était pas rationnel. C'était Contrairement quand, ça? à C'était en ça, quelle c'était dans année? les années 50. D'accord. Dans les années 50, déjà, il y a eu une première intuition que finalement, les théories économie classiques reposaient sur le postulat de la rationalité des prises de décision Oui. et que finalement, en pratique, l'agent économique, c'est-à-dire l'humain, Oui. ne prenait pas de décisions rationnelles, qu'il y avait un certain nombre de biais qui nous détournaient de la décision rationnelle et optimale. Donc, c'est lui qui a eu cette intuition-là. Mais finalement, ça a pris beaucoup de temps, puisque c'est surtout dans les années 70 que on est parti de cette intuition pour vraiment en faire un modèle. Et donc, c'était une introduction Kahneman, qui est un petit peu l'auteur le plus connu, même s'il y en a eu beaucoup de chercheurs sur le sujet, mais c'est celui qui est le plus médiatisé et qui a aussi eu le talent de le vulgariser, qui a eu un prix Nobel sur le sujet en 2002 et pour des recherches qu'il avait fait dans les années 70. Donc, on voit que c'est quand même assez récent, surtout dans un domaine où la recherche progresse lentement. Et donc là, à ce stade-là, on a pu vraiment modéliser certains biais, pas tous, parce qu'il y en a une infinité, mais les biais les plus importants. Tu peux peut-être... alors moi, j'en connais certains, puisque j'ai lu quand même quelques ouvrages sur le sujet, mais préciser, je dirais, les principaux biais cognitifs et donner des illustrations pour expliquer aux auditeurs en quoi ça consiste. Oui, tout à fait. Donc, le concept du biais, c'est de dire... de montrer que nos décisions ne vont pas être rationnelles. Et cette notion de rationalité, à nouveau, elle est très théorique et économique. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple concret, l'aversion à la perte, elle est extrêmement importante chez la plupart des investisseurs. On va être beaucoup plus sensible aux pertes qu'on gagne. Et donc, pour l'illustrer, je vais te solliciter un petit peu. Si, par exemple, je te propose deux loteries. Donc, il y en a une qui va te rapporter 50 € de manière certaine et une autre où tu as une chance sur deux de ne rien gagner et une chance sur deux de gagner 100. Donc, quelle est la loterie que tu choisis? Bien entendu, la première. Voilà, tu préfères avoir 50 € de manière certaine. Alors maintenant, j'ai un petit peu changé de paradigme et puis je vais te demander de me donner 50 €. Ouais. Ou alors, je te donne une chance et tu peux jouer une loterie où dans un cas sur deux, tu ne me paieras pas et dans un autre cas, tu devras me payer 100 €. Donc, qu'est-ce que tu choisis dans ce cas-là? Est-ce que tu préfères jouer ou me donner 50 €? Je préfère... Ah, je sais pas. Je préfère te donner 50 €. Voilà, alors tu fais partie des personnes peu averses à la perte. Ici, en fait, on se rend compte que la plupart des investisseurs vont changer. C'est-à-dire que dans le premier cas, ils vont accepter les 50 €. Dans le second cas, par contre, ils vont préférer jouer. D'accord. Donc ça, c'est une illustration de cette notion d'aversion à la perte. C'est-à-dire qu'en fait, on va vouloir prendre des risques pour éviter de perdre. Oui. Donc, ma seconde loterie. Par contre, on va pas vouloir prendre de risques pour gagner plus. D'accord. Donc, 80% des investisseurs, dans le premier cas, vont choisir les 50 €. Dans le second cas, ils vont préférer jouer. Okay. Et ça ne peut pas s'expliquer avec les théories de finance classiques. On a le droit d'avoir un agent économique qui aime le risque, mais dans ce cas-là, il doit être cohérent. C'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, il doit soit choisir la somme certaine, soit choisir de jouer, mais il ne peut pas changer de comportement. Or, on se rend compte que la plupart des investisseurs ne se comportent pas comme tel. Et ça, c'est irrationnel dans la mesure où cette notion de perte et de gain est complètement arbitraire. Ouais. C'est-à-dire que je pourrais très bien présenter ces loteries différemment en disant, par exemple, qu'au départ, je te donne, mettons, 100 € ou 200 €, et dans ce cas-là, dans les deux loteries, tu gagnerais. Et là, ton comportement changerait. Donc, c'est vrai qu'il suffit de présenter le problème un petit peu différemment pour que les gens prennent des décisions complètement différentes. Oui, donc ça, l'objectif de la finance
Pardon, je t'interromps, mais Oui, après, tu peux vas-y. aussi mettre l'agent économique avec d'autres agents économiques et le fait aussi que les autres agents économiques prennent certains types de décisions peut également influencer. Ça, c'est un autre biais que tu peux Oui, exactement. identifier. Ouais. En fait, Voilà. il y en a combien des biais au total, hein, enfin, je veux dire, dans ceux qui sont Une, recensés? une, une infinité, il y en a une infinité, et l'objectif de l'économie comportementale et des sciences cognitives de manière plus large, c'est de pouvoir les identifier Mhm. et, si possible, les modéliser. D'accord. Donc là, j'ai expliqué ce biais-là d'aversion à la perte maintenant qu'on arrive bien à modéliser. Il y a un biais d'ambiguïté aussi qui est intéressant. Si par exemple on demande à un trader français de miser sur la hausse du CAC 40 en mai 2022 ou sur la hausse du Dow Jones en mai 2022, il va bien sûr parier sur la hausse du CAC 40 parce que il est familier, bien entendu, avec le CAC 40 beaucoup plus qu'avec le Dow Jones. Oui. Si on prend un autre échantillon de traders français et on leur propose de parier sur la baisse du CAC 40 en mai 2022 ou la baisse du Dow Jones en mai 2022, de même, ils vont préférer parier sur la baisse parce qu'ils vont avoir l'impression aussi de mieux connaître le CAC 40. Ouais. Donc là, on a quand même une absurdité. On peut parier à la fois sur la hausse et sur la baisse à probabilité égale. Et bien entendu, ce type d'expérience est également réalisé chez des Américains, en Asie, enfin, quelle que soit la nationalité, on se rend compte que finalement, même avec des traders professionnels, on a ce biais de familiarité qu'on appelle aussi biais d'ambiguïté et qui va nous amener à investir dans ce qu'on a l'impression de connaître. Ok. Donc ça, c'est un autre exemple. À nouveau, il y en a énormément, mais Ouais. par contre, ceux qu'on arrive vraiment bien à modéliser, il n'y en a pas tant que ça. Je dirais qu'il y en a peut-être une centaine qu'on arrive vraiment aujourd'hui à modéliser. Ah, quand même. Ok. Et du coup, les maîtres à penser, on parlait de Kahneman, tu parlais de Halley. Il y a Nassim Taleb également qui a pas mal Oui. écrit sur le sujet. Est-ce que tu as d'autres maîtres à penser, des personnes qui ont vraiment été impactantes sur le sujet de la finance comportementale? Alors oui, bien sûr. Après, je citerai plutôt ceux qui ont réussi à bien vulgariser, parce que finalement, c'est Oui. peut-être ce qui va intéresser ceux qui nous écoutent. Donc, Dan Ariely, par exemple, a très bien vulgarisé ces sujets-là avec cette notion notamment de nudge, c'est-à-dire une fois Mhm. qu'on a identifié les biais, finalement, comment au quotidien essayer de les éviter autant que Mhm. possible. Qu'est-ce qu'on peut Oui. mettre en place pour les éviter? On a également en France Sibony Bien sûr. qui est très bien vulgarisé le sujet, même si il n'est pas chercheur. C'est vrai que de par son Olivier expérience Sibony. Oui. en cabinet de conseil, voilà, Oui. Olivier Sibony, grâce à son expérience en cabinet de conseil, rend ces biais Oui. extrêmement vivants et Tout à concrets. fait. Mhm. Et puis Richard Thaler, qui est un autre prix Nobel en finance comportementale, Mhm. qui est un petit peu plus technique que Kahneman, mais par contre qui va s'intéresser un peu plus au sujet de finance. Alors que c'est vrai que Kahneman est plus général sur Oui, la oui, tout notion à de fait. biais, un petit peu moins Oui. sur la notion de finance. Ok, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup. C'est très très intéressant. Donc du coup, toi, tu étudies cette finance comportementale et tu décides de créer Neuroprofiler en fait assez vite après la fin de tes études. Mais comment t'es venue cette idée? Comment ça a germé dans ton esprit? Alors, moi, j'avais à la fois cette passion pour l'économie comportementale depuis le lycée, mais c'est vrai que j'avais aussi cette fibre entrepreneuriale. J'avais déjà créé des petites entreprises quand j'étais au lycée, aussi après en école. Donc, ça Mhm. faisait longtemps que je voulais en fait pouvoir appliquer cette science à un cas euh, concret et aider les gens finalement Ouais, avec cette science-là au-delà de l'aspect académique. ok. Donc ça a été un long process parce que finalement, j'ai d'abord essayé d'appliquer ces sujets-là aux ressources humaines. Après, il y avait également le training des traders. Et en fait, c'est mon expérience en banque privée qui m'a permis d'identifier une problématique particulière qui était la réglementation. J'ai rendu compte que il était obligatoire d'évaluer les profils d'investisseurs. Ça, c'est MiFID. Que Ouais. voilà, C'était au moment exactement, de MiFID. MiFID, mais Ouais. alors MiFID, après, quand j'ai identifié ce problème, j'étais à Hong Kong. Et finalement,
je me suis aussi rendu compte que cette problématique, elle était mondiale, elle n'était pas que européenne. Parce qu'en Asie, on a les mêmes types d'obligations. Je t'interromps 2 secondes parce qu'on a des auditeurs qui ne sont pas forcément dans ce domaine de la finance. MiFID, c'est une directive européenne qui a été implémentée en 2007 et qui vise notamment à améliorer la protection des investisseurs européens. Je te laisse poursuivre. Oui. Avec aussi, ça fait une bonne transition avec ce qu'on expliquait avant, c'est-à-dire que justement cette loi, elle était mise en place, entre autres, suite aux crises financières. On s'est rendu compte que l'investisseur avait des biais et que finalement, c'était aussi au rôle de l'institution financière de bien comprendre le profil d'investisseur du client, de bien comprendre ses biais pour lui faire la recommandation la plus pertinente. D'accord. Donc toi, tu travailles en banque privée, tu identifies ces pain points, qui est le fait de pouvoir capter les biais du client et voir finalement son aversion au risque, son comportement vis-à-vis du risque. Et donc tu quittes la banque pour te lancer. Je schématise. J'ai compris que c'était un processus qui a pris du temps, mais donc ça revient quand même à ça. Comment tu arrives à... Tu peux peut-être nous décrire, avant de décrire comment tu es arrivé à mettre en place ces questionnaires, tu peux peut-être nous décrire ce que tu proposes aujourd'hui, puis on viendra à la mise en œuvre. Alors aujourd'hui, Neuroprofiler, c'est une équipe de 10 personnes qui est basée à Paris, mais avec la plupart de nos clients et prospects qui sont dans différents pays européens et qui commencent à être un petit peu en Asie, en Amérique latine. Et le concept, c'est un jeu de finance comportementale qui va permettre d'évaluer les profils d'investisseurs en lien avec la fameuse réglementation MiFID 2 dont on vient de parler, et qui va permettre de faire de la recommandation de produits, de prédire le comportement des clients et également de pouvoir utiliser les données cognitives qu'on collecte pendant le questionnaire pour faire de la vente croisée vers des produits, par exemple, de crédit ou d'assurance. Ok, génial. Je trouve le concept génial. Moi, j'ai fait les tests, c'est extra. Donc, comment est-ce qu'on arrive à mettre en œuvre ce tout premier questionnaire quand tu as mis en place Neuroprofiler et que tu as développé ces premiers questionnaires? De quoi tu es parti pour mettre en place ces jeux? Alors, c'est vraiment le résultat dans un premier temps de ma thèse, puisque c'était le sujet de pouvoir justement trouver des manières d'écourter le temps des questionnaires. En fait, dans mon académique, pour évaluer ces biais-là, il faut 2 heures, 3 heures. Donc, bien sûr, c'est inenvisageable dans le monde industriel. Et donc, l'idée, c'était d'utiliser des méthodes statistiques diverses pour pouvoir réduire le questionnaire en le rendant notamment adaptif. Donc, actuellement, chaque question dépend de la réponse à la question précédente. Et donc, aujourd'hui, le questionnaire fait entre 5 et 8 questions et on arrive à obtenir le même niveau de fiabilité que le questionnaire initial qui peut prendre 2 heures. Avec le second obstacle, c'est vrai que le questionnaire académique est vraiment destiné à des étudiants en économie, mais est assez difficile à comprendre. Il y a beaucoup de calculs à faire. Et donc, l'idée aussi, c'était d'utiliser le jeu pour le simplifier, pour rendre accessible ce type de questionnaire, aussi pour des personnes qui n'ont aucune connaissance mathématique. Est-ce que tu peux nous décrire, moi je connais, mais est-ce que tu peux nous décrire les exemples de questions que tu poses aux investisseurs quand ils remplissent ce questionnaire? Parce que donc les investisseurs qui vont dans des établissements, je dirais, qui n'utilisent pas votre questionnaire, généralement ils ont des cas de figure. Voilà, vous avez une action qui perd tant, est-ce que vous êtes prêt à la vendre? Enfin, donc c'est plutôt des use cases pratiques. Mais est-ce que tu peux nous décrire les questions, donner des exemples de questions que vous posez pour pouvoir identifier justement ces biais-là? Oui, tout à fait. On va reprendre un peu l'exemple lors de notre échange avec les loteries. Le concept de la finance comportementale, c'est justement de pouvoir amener l'investisseur à faire des investissements, à choisir entre différentes loteries, une qui gagne 50 €, une qui va gagner 100 avec 50% de chance, ou 0 avec 50% de chance. Donc, partant de ce concept-là, l'idée, c'est de trouver des cas de la vie quotidienne qui permettent de répondre à ce type de questions sans faire les calculs. Donc, ça va être, par exemple, il y a un bol avec des boules,
Donc, soit on vous donne une boule qui, de manière certaine, va rapporter 50 €, ou il y a un bol avec 2 boules. Il y en a une qui va rapporter 0, l'autre qui va rapporter 100. Et donc ça, c'est vrai que finalement, même une personne qui comprendrait pas la notion de 50%, Oui. va pouvoir complètement comprendre les règles de ce type de jeu. Mhm. Donc après, voilà, il va y avoir des paris, il peut y avoir des courses de grenouilles, il peut y avoir des choses beaucoup plus sérieuses avec des investissements dans des entreprises ou dans des maisons. Oui. Mais on évite autant que possible d'utiliser cette notion de probabilité qui est finalement assez peu comprise par Oui. beaucoup d'investisseurs. Donc c'est vraiment accessible à des investisseurs qui n'ont aucune connaissance en marché financier. Exactement. Et donc, Oui. on a notamment pu utiliser, même dans le cas de microcrédit, qui est une autre application de notre algorithme, avec des personnes qui étaient illettrées, mais qui comprenaient complètement le concept de boule Excellent. qui rapportait ou qui Ah, faisait perdre. génial. Et du coup, techniquement, vous avez mis en œuvre un algorithme et que vous avez développé vous-même? Oui, exactement. Donc, comme j'expliquais, la première partie de l'algorithme, donc c'est en partie le fruit de ma thèse. Et après, il y a mon associé qui, lui, est expert en finance quantitative et en machine learning. Et donc c'est lui qui a rendu encore plus efficace l'algorithme initial et surtout qui l'a traduit ensuite en termes d'investissement financier, de prédiction comportementale et également de vente croisée, comme j'expliquais, vers d'autres produits. Ok, super. Bah, écoute, c'est très clair. Merci beaucoup. J'étais intéressée de discuter avec toi également aujourd'hui de ta boîte, de la startup que tu as créée, comment ça s'est mis en route. Donc, tu me disais que vous étiez une dizaine de personnes, mais est-ce que tu peux peut-être nous décrire comment ça s'est passé dans les premières années? Parce que maintenant, ça fait combien de temps que tu as créé la société? 3 ans et demi. D'accord. Donc, comment ça s'est mis en place, le setup? Tu étais toute seule au début ou tu étais déjà associée avec ton CTO? Alors en fait, quand j'étais en banque privée à l'époque, c'était à Hong Kong, c'est là où j'ai eu l'idée de la société. Donc on va dire les 6 premiers mois, ou les 9 même premiers mois, j'étais seule et c'est vrai que ça a été extrêmement difficile de trouver un cofondateur, Mhm. surtout à Hong Kong où l'entrepreneuriat n'est pas forcément valorisé. Et en plus, il me fallait une personne dans le domaine de la finance. Donc, c'est vrai que Ouais, vu ouais. les salaires qu'on peut avoir à Hong Kong, c'était quand même très difficile de trouver quelqu'un qui soit à la fois bon en finance quantitative, qui connaisse aussi les concepts de machine learning et puis qui puisse aussi coder un code de Mhm. manière beaucoup plus pratique. Mais on en a besoin aussi quand on crée une boîte. Donc, Mhm. c'était extrêmement difficile. Et puis, c'était un petit peu le hasard de la rencontre, puisque je suis passée 6 mois à chercher en faisant tous les meet-up, réunions, hackathons, enfin tout ce qu'on pouvait imaginer pour trouver un cofondateur. C'était vraiment désespérant parce qu'au bout de 6 mois, je trouvais personne. Et puis je retourne en France pour faire un marathon avec des amis. Et puis là, je rencontre mon associé. Excellent. T'as couru avec ton associé qui, en fait. Voilà, C'est exactement, vrai. qui cochait Ah, c'est absolument drôle. toutes les cases. Génial, génial. Donc à Paris finalement. Et non, c'était en Alsace, dans les vignes. Donc c'était un D'accord. marathon où on pouvait goûter les spécialités alsaciennes tous les kilomètres. Excellent. Donc ça me mettait en bonne disposition pour les rencontres et pour les échanges. Et puis c'est vrai qu'il y avait exactement toutes les compétences que je cherchais désespérément Extra. depuis 6 mois. Ouais. Donc à l'époque, il travaillait en hedge fund, donc c'était un autre défi parce que c'est vrai qu'il a fallu convaincre de quitter bien sûr un salaire et une position confortable pour se lancer dans l'aventure, mais ça a fonctionné et puis aujourd'hui, je suis très contente d'être associée avec lui. Génial. Donc vous êtes une dizaine de personnes et Mhm, vous avez donc bien entendu déjà des clients. Vous avez donc j'imagine plutôt des marchés au départ les banques privées. mhm. Et alors du coup maintenant comment vous déployez votre business en Europe? Tu parlais aussi d'Amérique du Sud. Oui, Comment est-ce tout que à fait. Alors, la banque privée reste le gros de notre clientèle. Après, c'est vrai que notre outil peut aussi servir à la banque de détail. Mhm. Là, on est à peu près à, oui, je dirais 70%, 30% en termes de type de clients. Ok. Et donc, l'outil est assez flexible parce que c'est vrai que on a des exigences extrêmement diverses d'un client à l'autre. Oui. Donc, on a vraiment une approche de sur-mesure à chaque fois. Donc, on va soit complètement personnaliser l'outil à notre client. On a aussi une plateforme SaaS qui permet de tester l'outil à moindre coût
avec moins d'options de personnalisation, mais par contre pas d'intégration informatique. Donc c'est vrai que voilà, l'apprentissage vraiment des dernières années, ça a été que c'est un monde où il est extrêmement difficile d'offrir une seule solution unique. Ouais, c'est Et clair. que pour la plupart des clients, il faut faire du sur-mesure. Oui, d'autant plus que ce sont des clients qui ont mis en œuvre pendant des années des formulaires et un modus operandi bien particulier pour répondre à l'exigence d'abord de MiFID 1 puis MiFID 2. Et donc, il y a aussi, j'imagine, une transformation à opérer de leur côté pour intégrer les nouveaux formulaires et ça impacte également les matrices de risque qui sont derrière. Ok, parfait. Mais alors du coup, quand tu développes pour des établissements financiers, comment ça se passe? Quand une organisation vient vous voir et veut mettre en place votre outil, comment est-ce que vous y prenez avec eux? Alors, comme on est sur cette démarche vraiment de sur-mesure, la première étape, ça va être vraiment d'essayer d'organiser bon, une fois que bien sûr la banque nous a dit qu'elle était intéressée pour avancer, d'organiser un atelier de travail à la fois avec des banquiers et le département conformité, parce que c'est pas toujours des gens qui se parlent finalement. Et on se rend compte que souvent, on a imposé aux banquiers ou aux conseillers un questionnaire MiFID 2 qui passe pas du tout auprès des clients. Et parfois, il y a pas eu vraiment de confrontation entre ces deux mondes. Donc, nous, on essaie vraiment de le provoquer, de mettre ces deux acteurs autour de la table et de co-construire un questionnaire. Donc voilà, ça peut être 3, 4, ça va dépendre de la complexité du client, 3, 4 ateliers, où vraiment question par question, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui pose problème actuellement, qu'est-ce que le département conformité est prêt à changer ou non. Parce que parfois il y a des problématiques aussi de filiales et puis de holding qui va faire qu'ils n'ont pas la liberté sur toutes les questions. Donc vraiment, on va co-construire étape par étape tout le questionnaire. On va aussi avoir des réflexions sur le design, parce que j'ai expliqué par exemple un jeu avec des boules ou des courses de grenouilles, ça va pas passer évidemment partout avec tous les types de clients. Donc on va plutôt opter pour des designs extrêmement sérieux avec des entreprises, avec des investissements dans des maisons, dans des voitures. Donc on va vraiment essayer de comprendre qui est le client, et donc ça c'est le banquier qui est souvent la meilleure personne pour nous l'indiquer. Et donc à la fin on arrive vraiment à un questionnaire qui est consensuel, c'est-à-dire que il y a eu des représentants à la fois des banquiers et de la conformité. On est d'accord sur un questionnaire, et puis une fois qu'on a la maquette finalisée, c'est là où on va passer à la phase implémentation et ensuite test, qui souvent on va prendre pour une grosse banque entre 3 et 6 mois. Où les banquiers vont passer le questionnaire qu'ils ont donc co-construit. Donc c'est vrai que souvent il est beaucoup mieux accepté. Bien sûr, oui. Et donc ils vont le passer auprès de leurs clients, et puis à la fin on fait le bilan, on peut ajuster avant de pouvoir déployer la solution. Et en parallèle, on va également organiser des sessions de formation en finance comportementale. Très simple, on prend 1 heure maximum, mais qui permet quand même d'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'un biais, qu'est-ce que la version à la perte, comment fonctionne l'algorithme. Et quels sont les retours que tu as quand tu fais ces sessions de formation de la part des banquiers? Est-ce que tu sens que ce sont des personnes averties qui ont déjà été informées sur le sujet, ou finalement, comme je te le disais au début de notre discussion, il y a quand même pas mal de manque de connaissances en la matière? Non, ces sessions sont à chaque fois je suis surprise parce que c'est une transformation incroyable. C'est-à-dire que on passe quasiment tout le temps de beaucoup de scepticisme, et parce qu'il y a aussi une volonté une réticence au changement qui peut exister auprès des conseillers, surtout sur un sujet conformité. Donc ils sont quand même habitués à avoir des questionnaires pas toujours simples. Donc quand on leur parle d'une formation pour changer le questionnaire MiFID 2, ils ont souvent très peur. Et donc on passe vraiment J'imagine. Après avoir souffert pendant des années. Voilà, donc souvent on parle vraiment surtout auprès de banquiers, de pas mal de réticence au changement. Et alors après 1 heure, c'est une transformation complète, parce qu'en effet la plupart n'ont aucune idée de ce qu'est la finance comportementale. Ouais. Et finalement quand on illustre avec des cas comme j'expliquais, la version à la perte, oui, en effet nos clients veulent investir alors que c'est parfois pas du tout rentable, plutôt dans des secteurs qu'ils ont l'impression de connaître. Oui, en effet, il y en a certains qui vont regarder leur portefeuille tous les matins
fin, alors que le portefeuille est censé leur servir au moment de la retraite. Donc finalement, ça les amène à des comportements qui sont pas du tout optimaux pour leur investissement. Donc finalement, en montrant des exemples qui leur parlent, parce que c'est leur quotidien, c'est là où ils prennent conscience que oui, en effet, il y a des biais, que c'est important de pouvoir les modéliser, et donc ils perçoivent le questionnaire de manière complètement différente. Ouais, j'imagine. C'est hyper bénéfique pour les établissements financiers. Et du coup, en termes de temps, parce que donc tu parlais de 3 à 6 mois, si entre le moment où tu as ton premier meeting, briefing, brainstorming avec les banquiers, la conformité et le déploiement en prod, il se passe en moyenne combien de temps? C'est vraiment très variable parce que c'est vrai que à nouveau pour une banque de taille intermédiaire, ça peut se faire en 2 semaines. On peut et il Oui, y a pas de phase de test. oui, non, Donc non, non, là, mais on aime ouais. bien les clients comme ça où ça peut aller vite. Ça Après, existe? ça existe, je confirme, C'est plutôt dans vrai? les pays scandinaves. D'ailleurs, on a eu Ouais. vraiment des ventes qui ont pu se faire en 2 semaines. Pas besoin de faire de phase de pilote parce qu'ils en avaient fait, ils l'ont fait en 1 semaine en fait. Génial. Ils avaient un Le cahier client des de charges rêve. précis, voilà. Donc il en existe. Et ça peut être des banques de taille intermédiaire, mais pas non plus des conseillers indépendants. Donc voilà, Ah ouais. des clients qui peuvent avoir 5 000, 10 000 clients. Donc ça, c'est le client de rêve. Après, c'est vrai que le plus souvent, quand on doit travailler avec des grands groupes, avec des problèmes de filiales, de holding, là, on est Mhm. plutôt sur des projets complexes. Et donc, en effet, on va, le cas typique, ça va être 3 à 6 mois de pilote. Oui. Et puis alors après, la phase post-pilote, c'est extrêmement variable. Ça peut aller très vite. Si par exemple, on avait déjà travaillé en amont sur la phase d'intégration, si par Mhm. exemple leur système informatique était déjà mature pour accueillir des solutions externes, Ouais. donc là, ça peut se faire ensuite en 1 ou 2 mois. Et Ouais. après, on a des cas où, à la fin du pilote, c'est vrai qu'on se rend compte que le système informatique n'est pas encore mature pour héberger des solutions externes. Et là, il faut attendre que ce système informatique devienne mature. Donc là, ça peut même prendre plusieurs années. Ok, on va pas parler de ces cas-là, là. Ok. Bon, Tiffaine, Voilà. le temps tourne. On va tout doucement vers la fin de cet épisode. Avant de nous quitter, j'aurais aimé quand même que tu dises un mot sur les prochaines étapes pour Neuroprofiler Mhm. et la stratégie que vous avez à horizon 3 4 ans. Il y a deux axes. Il y a à la fois l'aspect internationalisation. Mhm. L'atout de notre solution, c'est que elle n'est pas dépendante d'une réglementation, parce que finalement MiFID II était très stricte, et Mhm. donc la décliner par exemple pour LSFIN en Suisse ou pour d'autres réglementations en Asie ou en Amérique latine ou aux États-Unis est très simple. Donc Ouais. on a vraiment une volonté de s'internationaliser. Donc là, on a un pilote qui devrait commencer aux États-Unis, comme je disais, on en a un en Amérique latine, en Asie, donc ça c'est un premier axe. Le second axe, c'est de pouvoir enrichir notre solution de nouveaux modules. Donc là, j'ai évoqué par exemple l'aspect allocation d'actifs, prédiction comportementale, vente croisée. On travaille aussi sur 2 nouveaux modules en ce moment, un sur l'éducation financière, Ok. qui utilise aussi des concepts d'économie comportementale pour Mhm. aider notamment les clients qui ont peu de connaissances sur certains produits à investir dans ces produits via la formation. Avec la Mhm. réglementation européenne, il est interdit d'investir dans des produits qu'on ne comprend pas. Mhm. C'est une très bonne chose, mais du coup, ça implique de former les clients. Tout Donc à ça, c'est fait. un premier module qu'on est en train de développer. Et un autre, surtout les problématiques ESG, qui pour nous sont vraiment l'avenir Ouais. de la finance. Elles deviennent très, 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 très populaires. Et l'objectif, c'est aussi de pouvoir créer un questionnaire qui va capturer les préférences des clients au-delà de juste ESG, c'est-à-dire environnement, social et bonne gouvernance, et de pouvoir comprendre si les clients il va être plus attiré par l'impact sur les droits de l'homme, sur le bien-être animal, sur la pollution, pour ensuite vraiment lui recommander les fonds qui vont correspondre à ses préférences. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces clarifications. En fait, j'ai plein d'autres questions. Je pense que je vais faire un épisode bis avec, avec toi. Je les garde pour le prochain épisode. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu as une lecture à partager avec nos auditeurs? Bon, on a parlé d'Olivier Siboni, Daniel Kahneman, mais Oui. dans cet état d'esprit-là, du easy reading pour les néophytes comme moi.
Alors, je pense que si vraiment on part sur une lecture d'été, c'est-à-dire simple, je recommanderais quand même plutôt les livres de Sibony qui me semblent un peu plus accessibles que Kahneman, ou quand même, le livre est quand même un peu épais. Oui, c'est vrai. Donc voilà, je trouve que les écrits de Sibony sont plus accessibles pour une lecture d'été. Comme moi, j'ai lu le dernier, vous allez commettre une terrible erreur, qui est en fait Oui, voilà. super parce Ouais. qu'il synthétise vraiment les principaux biais auxquels on est confronté, et surtout il apporte des solutions en mettant en œuvre, en proposant la mise en œuvre d'une méthodologie pour la prise de décision. Et ça, du coup, je trouve que c'est vraiment brillant d'avoir rédigé toute cette partie dans son bouquin. Et où est-ce qu'on te suit? Sur LinkedIn? Sur Twitter? Comment est-ce qu'on te contacte? Oui, tout à fait. Sur LinkedIn, c'est le plus simple, bien sûr. Si vous avez la moindre question sur mon profil, Tiffany Saltini sur LinkedIn. Ok, parfait. Écoute, merci beaucoup Tiffany pour ton temps. Un beau succès à toi, à tes équipes et à Neuroprofiler. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à vous connecter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!